Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce lundi 8 mai 2023. En présence de tous les conseillers, en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, en présence de Mme Karine Tremblay aussi, et M. Paul Michaud, de la firme Michaud. Je constate qu'il y a quorum, donc j'officialise l'ouverture de la séance. Un petit instant de réflexion, d'allocution. Nous arrivons des assises de l'UMQ. On a assisté aux assises de l'UMQ la semaine dernière, en compagnie de M. Lahaye, Mme Dubois. Super congrès, beaucoup d'informations, beaucoup de sujets très intéressants. On s'aperçoit que 2023, 2022, 2023, il y a un gros changement qui se passe au niveau des municipalités au Québec, que ce soit par rapport à l'habitation, que ce soit par rapport à l'environnement, à l'aménagement du territoire, au transport. Il y a des idées vraiment innovatrices qui sont véhiculées, qui sont amenées. Il y a des projets, des initiatives citoyennes, des initiatives de certains maires, mairesses, conseillers, certaines municipalités. Ça nous fait réaliser qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets qu'on pourrait peut-être rapatrier, peut-être s'approprier. Ça fait aussi réfléchir sur les initiatives qu'on pourrait avoir. Je le dis souvent, quand on est arrivé en 2021 avec le nouveau conseil, on avait l'idée de faire un petit coup de barre, donner un petit coup de barre, faire un petit peu de changement. Je parle du mot changement, c'est souvent le terme qui est employé. Moi, je parlerais maintenant plutôt du terme transformation. Alors, je pense qu'il faut vraiment profiter du moment qui nous est offert avec l'arrivée de beaucoup de demandes au niveau résidentiel, commercial, industriel. La demande est forte. Je pense qu'il faut profiter du moment pour peut-être réaménager, disons, nos façons de faire, revoir nos façons de faire, transformer nos façons de réfléchir aussi à certains dossiers. On parle beaucoup de sécurité de transport. À Berthier, on le sait que le transport, les routes principales sont difficiles à traverser. On parle de l'aménagement du territoire, de nouvelles zones peut-être à développer à Berthier. On voit aussi qu'il se passe des choses dans la ville, du multilogement qui s'en vient. Donc, c'est le moment, je crois, de peut-être prendre la balle au bon et dire, OK, on va innover et on va essayer d'apporter de nouvelles réglementations, de nouvelles façons de voir les choses. Pour ça, ça prend l'ouverture, ça prend la participation de tout le monde, ça prend la participation des citoyens, ça prend la participation des élus, évidemment, mais ça prend la participation aussi des gens d'affaires. Donc, il y a des réflexions à y avoir. Je me donne l'été pour visiter aussi certaines municipalités. Ça donne l'occasion, ça, les congrès, de se faire des contacts, puis de peut-être, justement, aller chercher des idées dans d'autres municipalités, entre autres Saint-Lin-des-Laurentides, qui a été pendant quelques années, là, on fait parler d'eux pour peut-être des mauvaises raisons, puis là, finalement, sont en train vraiment de transformer la municipalité là-bas. L'Assomption, il y a des villes, des petites villes aussi, là, sur la Côte-Nord. Il y a en Gaspésie, qui a un regroupement de municipalités qui se lancent dans l'énergie verte avec l'éolien. Donc, il y a des choses à aller chercher là, puis il y a des informations peut-être qui sont pertinentes pour nous autres, d'autres qui ne sont pas pertinentes pour Berthier, qui ne sont pas adaptables à Berthier. Mais je pense que Berthier, là, le moment est propice pour justement peut-être transformer, disons, notre façon de faire. L'autre point aussi, c'est que justement, pour ça, ça prend des bras. On ne peut pas tout faire à Berthier avec l'équipe. Présentement, ça fait depuis 2021 qu'on travaille à équipe réduite, autant aux travaux publics qu'à l'administration. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là là, qu'il va falloir peut-être adapter, du nouveau peut-être à apporter.
Autre point, ben, aux assises là-bas, il y a eu, puis là, ben, je profite que la télé est là, il y a eu un prix reconnaissance pour l'implication des femmes en politique. Là, j'ai un blanc de mémoire, j'ai oublié le nom. Le réseau des femmes élues. Le réseau des femmes élues. Et le nom du prix. J30. Quelque chose comme ça, excusez-moi. L'ex-mairesse de Drummondville. Ça fait 10 ans que le prix est donné à une personnalité féminine de la vie politique. Et cette semaine, ben, la récipiendaire cette année, c'est Lisette Falcon, qui est une collègue de Lavaltrie. C'est la première conseillère qui reçoit ce prix-là. Les autres, c'est tout le temps les mairesses. Et ben, je lui la féliciter. C'est vraiment une personne très impliquée dans son milieu et qui a travaillé très fort, justement, qui travaille encore très fort pour justement impliquer de plus en plus les femmes dans le milieu, surtout municipal dans son cas, mais en politique aussi provinciale et fédérale. Adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Oui, avec ma voix magnifique. Alors, considérant que l'ensemble des conseillers ont pris, enfin du conseil a pris connaissance des projets de l'ordre du jour, alors j'en propose l'adoption avec un ajout en affaires nouvelles en M1, Maison de la famille, demande d'appui à l'occasion de la journée familiale. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Brun, j'en ai pas l'autre à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. D1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril. Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue lundi le 3 avril 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue lundi le 3 avril 2023. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. D2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2023. Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 13 avril 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 13 avril 2023. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. D3, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2023. Madame Fontaine. Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 24 avril 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 24 avril 2023. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. E, présentation des comptes et du registre des chèques. Monsieur Lay. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposés en date du 5 mai 2023 par le service de trésorerie totalisant la somme de 478 873 et 69. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité. En F, engagement de crédit. M. Lay. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 5 mai 2023, déposée par le service de trésorerie totalisant une somme de 395 667 et 59. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. En G, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 29 avril 2023, déposé par le service de la Trésorerie.
En H, résolution d'intérêt général. H1, dépôt des états financiers du rapport de l'auditeur de l'exercice 2022. C'est M. Lahaye. Considérant qu'en vertu des articles 105 et suivants de la loi sur les cités et villes, la trésorière a adressé le rapport financier de la ville de Berthierville pour l'exercice 2022, considérant que la firme Michaud Clément Incorporée a procédé à la vérification annuelle des états financiers de l'exercice 2022, considérant l'avis public daté du 2 mai 2023, publié conformément aux dispositions du règlement numéro 949, annonçant la date du dépôt des rapports financiers. En conséquence, je propose de confirmer le dépôt du rapport financier de la ville de Berthierville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, ainsi que du rapport de l'auditeur externe émis par la firme Michaud Clément Inc. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. J'appelle le vote. Oui, favorable. Adopté à l'unanimité. J'invite M. Michaud à nous en faire la lecture. Monsieur le maire, alors bonsoir tout le monde. C'est un rapport qui est présenté de façon sommaire, parce qu'il y a beaucoup de détails dans les états financiers des municipalités. Je vais vous donner les grandes lignes au niveau des opérations financières de la municipalité pour l'année 2022. Donc, les états sont présentés de façon graduelle. Ça débute par l'état des résultats. Donc, les résultats de l'exercice 2022 proviennent en majeure partie des revenus de fonctionnement, qui sont des taxes et des services que la municipalité a rendus aux citoyens. Le montant représente 9 368 173. Ça, c'est le montant global. J'ai par la suite un tableau qui va vous donner un peu plus d'informations. On a également des revenus d'investissement. C'est des montants qu'on obtient sous une forme de subvention pour pouvoir investir dans les infrastructures pour un montant de 758 200. Ce qui fait des revenus totaux pour la municipalité en 2022 de 10 126 373. Par la suite, on impute les charges, donc l'ensemble des coûts aux différents services de la municipalité. Le montant totalise 9 992 462. Je vais vous donner un peu plus de détails dans une des pages subséquentes. Ce qui laisse un excédent d'exercice de 133 911 à l'année 2022, auquel on vient soustraire maintenant les revenus d'investissement parce qu'on les a investis pour 758 200, ce qui occasionne un déficit de fonctionnement avant la conciliation par des fins fiscales de 624 289. On a cependant des éléments de conciliation fiscale qui font en sorte qu'on éponge ce déficit-là en régularisant avec les amortissements des immobilisations corporelles. Donc, ces actifs-là ont été imputés aux charges, mais n'ont pas nécessité de les débourser. Ça représente un montant de 1 847 623. Par la suite, on a le remboursement, la partie de capital qu'on rembourse sur la dette de la municipalité. On a un montant de 653 882. C'est net des subventions qu'on obtient pour le service de la dette. Puis, on a eu des affectations également durant l'exercice qui ont été payées par le fonctionnement pour un montant de 42 252 et des excédents accumulés qui ont généré aussi un montant de 7 289 de côté négativement parce qu'on a utilisé plus de fonds que ce qu'on avait imputé au niveau des excédents accumulés. On a donc des éléments de conciliation pour 1 144 200. Puis on avait un déficit avant les éléments de conciliation de 624 000. On obtient donc un excédent de fonctionnement pour l'exercice 2022 de 519 911. Les excédents de fonctionnement vont se retrouver dans les surplus non affectés qu'on va voir dans la page que je vous présente maintenant, qui est le bilan de la municipalité en date du 31 décembre 2022. Dans la présentation des états financiers municipaux, on a les actifs financiers et les passifs financiers. Ces actifs financiers représentent surtout les items qui sont monnayables de façon rapide, c'est-à-dire en encaisse ou en compte recevable. Les éléments qui composent l'encaisse, ça représente un montant de 3 131 949 et les parties de montant à recevoir des différents secteurs de la municipalité représentent 4 33 158. On inclut dans ce montant-là les subventions qu'on va recevoir sur une période de long terme pour rembourser le service de la dette. Donc, c'est pour ça que le montant représente quand même un bon montant au niveau des comptes recevables.
On a donc des actifs financiers de 7 165 107 au niveau des actifs financiers. Dans les passifs financiers, maintenant, on a le service de la dette. Donc, la dette à long terme de la municipalité est représentée au montant total pour 12 874 600. Et on a également les autres passifs financiers qui sont les comptes fournisseurs, les salaires, les intérêts courus, etc., pour 872 814. Donc, des passifs financiers de 13 747 414 qui excèdent les actifs financiers de 7 165 107 pour laisser un déficit d'actifs financiers de 6 582 307. Par la suite, les actifs non financiers, ça représente l'ensemble des immobilisations de la municipalité, donc les bâtisses, les terrains, les équipements, tout ce que la municipalité détient en termes d'infrastructure. Donc, on a pour 38 866 031 et dans autres, on a également des actifs non financiers pour les inventaires que la municipalité détient au 31 décembre et les frais payés d'avance pour 194 041. Donc, un total d'actifs non financiers de 39 060 et 72, auquel on vient éponger le 6 582 307 d'actifs financiers qui étaient négatifs, pour nous laisser des surplus au niveau de la municipalité de 32 477 765. 32 477 765 est représenté par les différents excédents, c'est-à-dire qu'on a dans la municipalité. On a les excédents de fonctionnement non affectés, donc les surplus libres qu'on appelait autrefois, de 3 658 159. La suite des surplus se retrouve dans les excédents de fonctionnement affectés, donc on a déjà dédié des montants pour le développement de l'Ouest, un montant de 298 976. On a pour le budget 2023, donc pour l'équilibre budgétaire, on a prévu 559 891 et l'aide aux entreprises pour 280 830. Donc, les excédents de fonctionnement affectés pour 1 139 697. Par la suite, dans les autres montants pour totaliser nos surplus, on a des réserves financières. Dans nos réserves financières, on a des montants qui sont prévus au fonds de roulement pour pouvoir faire des acquisitions par la municipalité qui sont imputés directement à ces réserves-là. Le fonds de roulement, c'est à peu près 612 000, puis on a un fonds pour élection de 7 000. C'est ce qui représente les 618 694. On a également dans les surplus qui vont être utilisés dans les réserves financières des financements des investissements courts. Donc, on a déjà des dépenses d'entamer pour réaliser des projets d'infrastructure pour un montant de 1 26 755. Mais on a le montant qui est le plus important au niveau des surplus qui sont dans la municipalité. Ils ont été utilisés pour l'acquisition des immobilisations, donc les infrastructures de la municipalité. On a une liquidité de 28 087 970. Donc, la partie des immobilisations qu'on a vu tantôt de 38 millions est payée en majeure partie par les surplus qu'on a affectés à leur acquisition. Donc, l'excédent accumulé total de 32 477 765 est représenté par les montants que je viens de vous mentionner. Maintenant, on a le service de la dette de la municipalité. C'est une information là, pour l'ensemble de la dette que la municipalité devra dans le futur, parce qu'il faut le rembourser sur une certaine échéance. La municipalité a des dettes à rencontrer pour un montant de 11 804 816, auquel on a des engagements également pour la quote-part que la municipalité représente dans la MRC. On vient ajouter 313 780. Ce qui fait un total d'engagement pour la municipalité au niveau du service de la dette de 12 118 596. Ça, c'est le montant de la dette. L'analyse maintenant de la dette, on sait que dans la dette à long terme, il y a une partie des dettes qui va être payée par l'ensemble des contribuables, qui représente 10 778 061. Puis on a également une partie qui est à la charge de tiers, qui est le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a subventionné pour 2 162 639 la dette qu'on a engagée sur les infrastructures. Donc, c'est ce qui représente le 10 millions plus le 2 millions, le 12 940 700 qu'on a vu précédemment au bilan. Le tableau suivant, c'est pour vous donner un peu la ventilation des revenus de fonctionnement qu'on a vu dans la première page. J'ai dit tantôt qu'il y avait 9 368 000. La répartition, c'est la provenance de revenus en taxes qui représente 6 966 012 $.
On a des compensations tenant lieu de taxes pour un montant de 305 227. On a des revenus de transfert pour 309 575. Également, des services rendus pour les différents services de la municipalité, dont l'aréna, les raccordements, les camps de jour, etc., les services des loisirs, pour 1 052 699. Aussi les eaux usées, puis l'aqueduc, l'eau d'aqueduc qui est vendue aux autres municipalités environnantes, qui sont dans le 1 052 699. On a par la suite les impositions de droits, amendes, pénalités et revenus. On a 603 810. La majeure partie de ces revenus-là, c'est des revenus de mutation sur les transactions immobilières pour 570 000. Donc ça représente un bon montant aussi en termes de revenus. Et dans les autres revenus, on a 130 850 qui sont en majeure partie des intérêts sur les placements parce qu'on a un bon fonds d'encaisse, plus l'intérêt sur les arrérages pour 130 850. Ça représente un total de 9 368 173, auquel on ajoute également le 758 200, qui était le revenu d'investissement qu'on a vu précédemment là, dans la partie des revenus, pour 10 126 373. Donc ça, c'est le revenu global pour l'année 2022. Les charges maintenant, au niveau de chacun des services de la municipalité, on a des dépenses qui totalisent dans l'administration générale 1 275 088. Au niveau de la sécurité publique, au niveau du service de police, 552 955. La sécurité d'incendie, 364 886. Autres, 19 179. Au niveau du transport, le réseau routier, l'entretien, 1 824 778. Transport collectif, 66 506. Dans l'hygiène du milieu, maintenant, l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égouts, 1 191 566. Les matières résiduelles, les ordures, 418 241. Autres, 100 $. Santé et bien-être, 22 211. Aménagement, urbanisme et zonage, 192 382. Promotion et développement économique, 3 400. Autres, 11 250. Loisirs et culture, le service des loisirs que la municipalité doit défrayer pour les différents services, aréna, piscine et toutes les activités des parcs, pour 1 468 142. Et les frais de financement, donc au niveau du service de la dette, on a 10 millions de dettes, on a des intérêts, donc les intérêts représentent 234 155. Ce qui fait un total de dépenses de 8 144 839. Mais je vous ai parlé tantôt dans les éléments de conciliation fiscale qui avaient de l'amortissement. L'amortissement n'était pas une sortie de fonds, mais c'est un montant quand même qui est imputé aux charges pour 1 847 623. Ce qui fait un total de 9 992 462 qui représente le montant des charges comme ça précédemment au niveau de la première page. Une dernière information concernant les activités d'investissement durant l'exercice. En termes de revenus, la municipalité a obtenu pour faire ses investissements justement de 758 200 que je vous mentionne tantôt qui étaient utilisés pour acquérir les immobilisations. Puis au niveau de l'utilisation de ces immobilisations-là, ben, on a dépensé pour un montant total de 1 253 918. Donc ça inclut 558 200 qu'on a obtenu en subvention. Mais on a utilisé aussi des affectations. On a pris nos surplus pour payer une partie des immobilisations de 1 253 pour un montant de 42 252 à même le fonctionnement. Et on a imputé aussi, on a fait des affectations des excédents accumulés pour 1 662 671. Donc, on a, par rapport à nos immobilisations, on a du financement qui ne suffit pas parce qu'on a 548 295 en manque. Mais le 758 200 a payé pour cette partie-là. Donc, on finit avec un excédent de 209 205 au niveau d'investissement dans l'exercice 2022. Merci. Donc, ça compte pour rapport. Est-ce que des questions? Monsieur le maire, juste pour information, le sommaire d'information financière va être mis sur le site web de la ville dès demain. C'est bon? Merci beaucoup. En H2, contre-maître au service des travaux publics, contrat de travail, M. Darvaux. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée, intervenu entre la Ville de Berthierville et M. Daniel Richotte,
vient à échéance le 5 juillet 2023, considérant que le conseil municipal souhaite renouveler le contrat de travail de M. Richard pour le poste de contremaître au service des travaux publics. En conséquence, je propose de renouveler le contrat de travail de Daniel Richard au poste de contremaître au service des travaux publics, et ce, selon les termes et conditions stipulés au contrat de durée déterminée de 5 ans, débutant le 6 juillet 2023, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit contrat. Merci, c'est appuyé par M. Frenière, j'en ai toujours voté à ma gauche. Favorable. Merci. C'est donc à l'unanimité que ça a été approuvé et je crois que c'est une très très bonne nouvelle. Un autre contrat, on vient de signer un autre employé donc à 5 pour une durée de 5 ans. Donc notre équipe commence à stabiliser. Alors, tout le monde est presque tout le monde est signé, 5 ans. Donc c'est une bonne nouvelle. À suivre pour le reste. H3. Immeuble ci au 4959 rue de Bienville demande d'un usage conditionnel. Alors, tantôt je parlais d'aménagement. Vous savez qu'on a confié à une firme privée l'analyse de notre territoire, le réaménagement, revoir toute notre réglementation. On a eu une forte demande. On a vu qu'il y a eu des bâtisses là, qui ont été démolis, puis on a vu des blocs se construire pas mal, ça a créé quelques remous. L'usage conditionnel, notre règlement sur les usages conditionnels, c'est un règlement qui est transitoire, puis ça nous permet de justement avoir, disons, un œil sur tout ce qui se fait présentement. Alors c'est tout ce qui se fait qui se construit de 4 logements et plus, doit passer par le CCU. Puis, à ce moment-là, il y a une grille avec des critères, avec un pointage. Le CCU analyse ça. Ensuite, nous fait des recommandations. Puis nous, après, au conseil, on débat là-dessus un peu. Alors, c'est un peu comme un petit peu un droit de regard, c'est du cas par cas. Donc, il y a plein de choses à considérer quand on a l'analyse de ce genre de demande-là. Et je pense que c'était un outil qui était essentiel avec tout ce qui s'en venait. Juste pour vous donner une idée là, rapide, là, il y a des places, des endroits là, déjà qu'on a des dossiers, puis on nous demande du 18 logements. Puis finalement, on accorde genre 6 ou 8 logements. Donc, le 49-59, pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté du... Ben, c'est l'ancien salon funéraire, le nom m'échappe, là. Salon funéraire, c'était quoi dans le temps? Parentaux, donc sur de Bienville. Alors, c'est ça. Donc, voici pour l'explication, pour ceux qui veulent. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, c'est juste pour faire entendre les personnes intéressées là, par le dossier. Donc, avant de faire la résolution, avant de lire... Ils vont mettre la posée de la tête, ils vont mettre Monsieur Brazo, si vous voulez vous lever. Monsieur Latour, en fait. C'est beau, là, qu'est-ce que vous voulez faire là? C'est pas nous, c'est qu'il y a quelqu'un. Premièrement, cette bâtisse-là, je pense qu'on a vu un peu l'état de la bâtisse. Là. On a vu un peu l'intérieur. Et le propriétaire a le droit de faire sa demande pour la démolition, puis de construire effectivement un multilogement. Donc, c'est la demande qui est faite présentement. Ça a commencé la demande, si je ne me trompe pas, au-dessus de 18 logements. Puis finalement, là, ce qu'on accorde, ben, on est rendu à 12 logements. Donc, ils ne pouvaient pas demander, ils ne pouvaient pas aller plus haut. Mais avec l'ancienne réglementation, pour vous donner une idée, là, il aurait pu construire beaucoup plus de logements. Oui. Oui, monsieur. C'est Texier. Oui. Je suis allé prendre connaissance du plan à la MRC. Je regardais avec la bâtisse. D'abord, dans les vieux secteurs, les marges latérales sont à 0. Ça veut dire qu'il peut se bâtir un perron juste au bout de la ligne avec les voisins. Puis j'ai vu sur le plan qu'avec il semblait avoir des galeries autour ou presque tout le tour. Puis ça, je trouve que dans le fond, c'est de violer l'intimité des voisins. Là, je trouve ça un peu forcé. Oui. Bien, premièrement, oui, l'ancienne réglementation dans la ville, on se l'est fait dire par des promoteurs là, que c'était très permissif avant.
Donc, puis quand il y a quelques-uns qui sont venus pour s'informer, puis qui avaient vu qu'on avait fait le règlement sur les usages conditionnels, ils se sont rendus compte que, oh, OK, ça marche plus comme avant. Fait que déjà, le règlement vient protéger un peu. On a le droit, là, l'usage conditionnel présentement nous donne le droit de demander justement de reculer, de respecter une certaine marge. Le questionnement sur les balcons, sur le balcon qui fait le tour, ben, ça a été débattu ici. On en a tenu compte. Fait que oui, on est préoccupé par ça. Puis c'est justement notre règlement sur les usages conditionnels nous donne le droit de faire des demandes, de faire des corrections. Ça peut être au niveau de l'aménagement de la cour des espaces verts, ça peut être par rapport aux marges, ça peut être par rapport à la fenestration. Donc, présentement, ce règlement-là est très, très utile. Je regardais au côté du garage chez nous, ils ont bâti au bloc neuf, beaucoup plus reculé du chemin. Il n'y a pas de châssis sur les côtés. Je trouve que même si l'immeuble est grand, c'est moins intimidant pour les voisins. Je regarde ça au côté chez nous. Au début, je pense que c'était des balcons tout le tour. Là, c'est rendu quelques balcons. Mais ils sont encore dans le cours chez nous. Dans le fond, celui qui est assis, il est assis sur la ligne puis il regarde en bas. Là, quand on parle d'une maison de 2 étages et demi, je pense que c'est complètement illogique. Peut-être considérer ça un peu comme notre bâtisse, qui est au côté du garage, les 2 bâtisses là au côté du garage chez nous. Qu'eux autres, dans le fond, ne sont pas dérangeants pour les voisins, même qu'il y en a pas. C'est loin, c'est moi l'autre voisin qui ça ne me dérange pas. Là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une marge de recul aussi respectable, parce que si on regarde plus loin sur le Bienville, il s'en est bâti un autre bloc qui est à peu près vis-à-vis du Vernet, puis qui est dans la rue, puis c'est pas bien joli, franchement. Là, regarde, ça ne me touche pas, c'est pas chez nous. Mais c'est pas vraiment joli. Ça a à peu près le même coup d'œil qu'au coin du boulevard Lafayette puis de la rue Montcalm. Vous savez que ce bloc-là, c'est construit avec l'ancien règlement. Ce que je peux vous dire, si on avait eu le règlement, s'il avait été adopté avant la demande de permis, puis c'est une demande de démolition qu'il y a eu au début. Parce que c'est un bâtisse. Celui de Bienville aussi, avant. Ouais. Ah oui, puis ouais. Donc, en fait, celui-là, ben oui. Puis tu sais, je vais revenir sur Lafayette, là, de Montcalm, dans le fond, au coin Montcalm-Lafayette. Celui-là, la demande a été faite avant. Donc, notre règlement, oui, on en tient compte. Le CCU est au courant. C'est eux qui passent au travail de la grille. Puis ensuite, ben, ils nous font des recommandations. Puis nous, ben, c'est nous qui sommes décisionnels. C'est le conseil qui est décisionnel là-dedans. Parce que ça va changer de balcon tout le tour pour le faire impacter balcon sur le côté, qui est encore le même problème. Dans le fond, tant d'ici longtemps, il va y avoir des balcons sur le côté pour les voisins. Puis je parle pour chez nous, là, mais il y a un autre terrain vacant, pas loin de chez nous, une maison qui a passé au feu il y a peut-être 3 ans. Qu'ils commencent à en avoir qui regardent pour bâtir des blocs-là. Les voisins de ça vont avoir le même problème que chez nous. À ce moment-là, ça va être encore les usages conditionnels, à moins que ce soit moins de 4 logements. Si c'est un 3 logements, là, ça va être la réglementation qui existait qui va. Mais ça va être moins pire, évidemment, un 3 logements. Mais la décision finale pour l'histoire des balcons va apparaître quand? Va être débattue quand? Elle va apparaître là. On va vous la donner. C'est bon. Autre personne qui a des questions sur ce point-là. Pour le reste, les autres questions, ça va être plus tard. Donc, je demande à Mme Lebrun d'en faire la lecture. Considérant qu'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 59 rue de Bienville et portant le numéro de lot 3 451 828. Considérant que l'immeuble se situe à l'intérieur de la zone 4C47. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 4C47. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748, la construction d'un immeuble de 12 logements sur le lot précité en remplacement de l'immeuble existant. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et recommande à l'unanimité d'accepter la dite demande.
Considérant que toute personne intéressée a eu l'opportunité de se faire entendre sur la dite demande, considérant que le projet respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte en vertu du calcul établi à l'article 33 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, considérant qu'il pourrait être opportun, dans le cadre d'une planification à long terme du réaménagement de la rue de Bienville, que l'immeuble projeté possède une marge de recul supplémentaire, considérant que le 8e critère de l'article 32 du règlement sur les usages conditionnels stipule que le projet doit prévoir une architecture qui participe à l'amélioration de l'ambiance du domaine public, considérant que le plan des balcons localisés sur les façades latérales pourrait causer certains préjudices relatifs à l'intimité des occupants de l'immeuble et du secteur avoisinant, considérant que le 6e critère de l'article 32 du règlement sur les usages conditionnels stipule que la superficie du terrain en surface végétale doit être supérieure aux exigences minimales prescrites pour la zone, considérant que ce critère est atteint mais que l'aménagement de l'aire récréative pourrait être précisé afin d'y créer un espace de qualité. En conséquence, je propose de refuser l'usage conditionnel demandé à l'égard du 4959 de Bienville afin de construire un immeuble de 12 logements sur le lot 3 451 828 conformément à l'article 27 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et que les modifications suivantes sont requises au projet pour reconsidérer la demande. L'aire récréative devra faire l'objet d'une planification plus détaillée relativement à l'aménagement paysager et installation de mobilier. La marge de recul incluant l'empiètement de l'avant-toit et des colonnes doit atteindre 2,5 mètres. Le positionnement et la composition des balcons en façade latérale devront faire l'objet d'une nouvelle planification afin d'assurer une meilleure intimité aux occupants de l'immeuble et au secteur avoisinant. Merci. C'est appuyé par Il appuie. Freignard, j'en ai pas l'autre dans ma gauche. Adopté à l'unanimité. Donc, si vous avez bien compris, on refuse. 3 conditions. Ils doivent retourner à la table à dessin pour reconsidérer l'acceptation. Quand je vous parlais de transformation puis de s'adapter aux nouvelles réalités, ben, c'en est un exemple, ça. Parce qu'avant, on n'avait pas pu rien empêcher. Puis ce qui s'en venait, c'est vraiment toutes les petites maisons qui ont des grands terrains. On met ça à terre et on construit du 10, 12 logements. Donc maintenant, tout ce qui est 4 logements et plus, il faut que ça passe comme on a. Puis c'est assez puissant le règlement sur les usages conditionnels. C'est assez important. Jusqu'à temps qu'on écrira les nouvelles règles avec des nouvelles normes de marge et d'empiètement ou d'aménagement. Vous avez vu même que ça va jusqu'à l'espace, l'aménagement du terrain en arrière pour la portion verte et aménagement paysager. Maintenant, H4. Propriété CI sur les lots 6 329 090, 6 329 091, 6 329 092, 6 329 093 rue de Montcalm, demande d'usage conditionnel. Ça, c'est sur Montcalm, avant le pont, à côté de la bâtisse de l'ancienne Great Lake, l'ancien bureau de la Great Lake. Donc, considérant que le conseil municipal désire qu'une rencontre soit tenue avec les promoteurs en lien avec ce projet de construction, cette demande est reportée à une séance ultérieure suite à la publication d'un nouvel avis public. Parce qu'il y a des modifications. Ça avait été accepté avant, avec 92 logements. Là, maintenant, il y a une modification, il y a des demandes qui sont faites. Ben, nous, on peut pas empêcher ce qui avait été accepté avant, mais si c'est des nouvelles demandes, il faut que ça passe par c'est tout ça qu'il faut considérer. H5, immeuble ici au 700 rue de Frontenac, demande relative au PIA. Donc, Mme Laura. Considérant la demande de permis relative au règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, déposé le 23 avril 2023 par la propriétaire de l'immeuble, concernant des travaux de rénovation ou de réparation qui affecteront l'apparence des façades de l'immeuble ainsi que de la toiture. Considérant que l'immeuble situé au 700 rue de Frontenac
fait partie du secteur visé par ce règlement et que, selon l'article 16 du règlement, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que les travaux projetés respectent les objectifs et critères d'évaluation de l'article 20.4 du règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, je propose d'approuver la demande relative au règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard de l'immeuble situé au 700 rue de Frontenac et d'autoriser les travaux tels qu'énumérés à la demande déposée en date du 23 avril 2023. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. H6, Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette demande de prêt de terrain pour le projet d'un jardin communautaire. On avait déjà fait une résolution, on acceptait. C'est un changement, dans le fond, d'endroit. Donc, Mme Lebrun. Considérant la lettre reçue le 1er mai 2023 provenant du Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette relative au projet d'aménagement d'un jardin communautaire sur le territoire de la ville de Berthierville pour l'été 2023. Considérant la résolution 2023-04-110 adoptée par la ville de Berthierville lors de la séance tenue le 13 avril 2023, autorisant le prêt d'une section du terrain municipal situé sur le lot 6 474 078 rue Notre-Dame aux fins de l'aménagement du jardin communautaire. Considérant que cette autorisation de prêt de terrain était conditionnelle à la réception de l'approbation de la SODEC, tenant compte que le dit terrain est situé dans le rayon de protection d'un site patrimonial classé par le ministère de la Culture et que l'accès au jardin communautaire était prévu par l'utilisation de l'entrée de ce site, considérant que le CJE d'Autrey-Joliette fait état de récents développements et de la difficulté d'accès au terrain accordé précédemment par la Ville et demande de revoir la décision afin d'utiliser le terrain du parc municipal Saint-François situé à l'arrière de l'hôtel de Ville qui est plus facile d'accès. En conséquence, je propose d'autoriser le prêt au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette du terrain situé au parc Saint-François à l'arrière de l'hôtel de Ville pour l'aménagement du jardin communautaire à l'été 2023. La présente résolution annule la résolution numéro 2023-04-110. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Lahaye, j'en appelle au vote en gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Rapidement, c'est un terrain du côté de la chapelle qu'on avait accordé. Problème d'accès. Donc, on nous a demandé de le faire ici en arrière. Ce qu'on a déterminé pour l'instant, c'est derrière la clôture du champ centre, mettons, c'est pour ceux qui jouent à la balle. Donc, pour l'instant, c'est un terrain qui est vacant. Puis, il y a possibilité, dans les années qui suivent, là, qu'on réaménage tout ça. Donc, c'est un essai, c'est une tentative de faire quelque chose de bien, qui a une forte demande, puis des gens super motivés. Donc, ça nous fait plaisir de leur accorder ce terrain-là. H7, programmation des événements 2023. Donc, M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes publiques organisées par la Ville de Berthierville pour l'année 2023, considérant qu'il y a lieu de fixer la programmation préliminaire des événements publics à plus grand déploiement pour les prochains mois, en conséquence, je propose d'entériner la programmation des événements publics à plus grand déploiement pour l'année 2023 comme suit. Le 17 juin, spectacle à l'extérieur sur écran géant avec Rick Hughes. 14 juillet, cinéma en plein air au Parc Laferrière. 4 et 5 août, fête interculturelle et spectacle en plein air sur la rue de Frontenac. 28 octobre, Halloween. 15 décembre, concert de Noël avec Bruno Patti. 10 février 2024, fête des neiges. Et d'autoriser une dépense n'excédant pas 80 000 $ plus les taxes applicables pour l'organisation de la dite programmation. Merci. C'est appuyé par? Monsieur Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Dépôt de documents. Donc, directrice générale greffière procède au dépôt de la lettre datée du 4 mai 2023 provenant de la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications en réponse à la résolution numéro 2023-0352 acheminée le 13 mars 2023 relative à l'accès au pont de la rivière Chalot. Alors, je vais vous en faire la lecture, je vais faire un petit commentaire par la suite. Alors,
Sainte-Thérèse, le 4 mai 2023, Mme Sylvie Dubois, directrice générale. Madame la directrice générale, nous avons pris connaissance de la résolution du Conseil municipal de Berthierville que vous avez adressée au ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, le 13 mars 2023, concernant le pont de la rivière Chaloupe à Berthierville. Inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautré, on lui reconnaît une valeur patrimoniale supérieure, notamment pour son excellent état d'authenticité. Par ailleurs, dans le contexte d'une vision gouvernementale d'exemplarité de l'État, nous comptons sur le ministère des Transports et de la Mobilité durable, propriétaire du pont, pour assurer sa préservation. Le ministère entend favoriser la concertation gouvernementale pour favoriser l'exemplarité de l'État dans la gestion de ses immeubles patrimoniaux, notamment par l'entremise de la table de concertation en matière de patrimoine immobilier gouvernemental. En vous remerciant du souci que vous portez à la protection du patrimoine, nous vous prions d'agréer, Madame la directrice générale, nos salutations distinguées, et c'est signé par le directeur Dimitri Latulippe. Mon petit commentaire fait suite, vous avez sûrement vu dans les nouvelles, par rapport au monastère. Donc, le jugement est sorti. Le classement de l'immeuble a été approuvé. Donc, le gouvernement, selon le jugement, avait le droit de classer le monastère, donc de demander au propriétaire de le préserver. Alors, mon petit commentaire, c'est maintenant qu'on sait que le patrimoine, c'est si important, on suppose que le pont que le gouvernement va donner l'exemple, puis en nous restaurant le pont de la rivière Chaloupe, et c'est un souhait. Donc, on va faire le suivi de ça de façon assez serrée. J, rapport de service, donc aucun rapport de service. K, avis de motion, encore un avis de motion du dépôt du projet de règlement concernant la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. C'est Mme Fontaine. Alors, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement concernant la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Et je dépose le projet de règlement numéro 974 intitulé « Règlement décrétant la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. » Merci. Période de... M1, excusez, j'ai passé. M1, Mme Fontaine. Non, excusez, M. Frémont. M1, c'est Maison de la famille, demande d'appui. C'est considérant la demande d'appui reçue le 19 avril 2023, déposée par la Maison de la famille, organisme à but non lucratif, quant à l'organisation de la journée familiale qui se tiendra le samedi 13 mai prochain au Parc Sainte-Geneviève. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 500 $ à la Maison de la famille pour l'organisation de la journée familiale qui se tiendra le 13 mai 2023. Il est également résolu d'autoriser la fermeture de la rue Sainte-Geneviève à compter de 8 h jusqu'à 16 h pour la tenue de l'événement. Donc, on souhaite qu'il y ait du beau temps et que tout le monde pourra participer. Période de questions? Excusez, c'est appuyé. Oui, il faut l'appuyer. J'appuie. Monsieur, oui. Favorable. Je le savais que c'était appuyé. Oui, favorable. Favorable. À gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. Période de questions. Donc, juste vous nommer, vous levez, nous poser votre question, nous donner votre satisfaction ou insatisfaction. Oui, M. Dupuis. C'est concernant les états financiers. Oui. Malheureusement, on ne voit pas les chiffres. Là. On a une avalanche de chiffres. Ouais. On est obligé de se fier à vous autres. Je vois que vous avez approuvé. Oui, mais vous savez que ça va être déposé, comme on a dit. Là, le document que j'ai en main ici, là, il va être déposé sur le site web. Il va être accessible. Dans 2 mois? Non, demain. Demain. Sur l'Internet? Oui, oui. Comment j'ai gagné? Oui. OK, je vais aller voir. Je vais aller voir les chiffres. Bonne lecture, hein? Pardon? Bonne lecture. Ah ben oui. Ça, j'ai passé ma vie à lire. L'essentiel est là, est résumé. Nous, on a une brique de 54 pages.
on va vous donner la version qui n'est pas censurée, mais la version abrégée. C'est bon? Ben, je vous remercie. Levée de l'Assemblée. Je propose à lever. M. Labro propose la levée de l'Assemblée à 20h19. M. Frenière appuie à ma gauche. À droite. Donc, la séance est levée. Merci. Merci.